Bon, ben, bonjour à tous. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un petit voyage des paysans dans notre environnement, alors au sens le plus large du terme. On va pas regarder les pâquerettes du parc d'à côté, on va vraiment aller loin. Probablement, ça vous est déjà arrivé l'été de faire une petite séance sur une chaise longue, à regarder les étoiles. Et puis, bah, je pense que la plupart des gens ne connaissent pas forcément les constellations, les étoiles. Donc, on regarde, on trouve que c'est beau, on se demande ce qu'on regarde. Voilà, donc je disais, qu'est-ce qu'on voit dans le ciel, où ça se trouve, et puis on peut se poser des questions sur est-ce qu'il peut y avoir de la vie ailleurs que sur Terre, et est-ce qu'on pourra aller visiter les autres planètes, les autres étoiles, un de ces jours. Donc, c'est un peu le sujet de la présentation et on va voir que c'est pas si simple que ça de répondre à ces questions. Voilà. Accrochez vos ceintures. On va partir pour une destination assez éloignée et on va commencer par prendre un petit peu de hauteur. On va oublier nos soucis et tracas quotidiens et on va commencer par nous voir de plus haut et visiter notre proche banlieue qui est le système solaire. Donc, bah, vous savez tous qu'on est sur Terre, hein, c'est une petite sphère de 12 800 km de diamètre. Euh, c'est pas très gros, hein, 12 800 km de diamètre. On- Et donc, cette planète, elle se promène dans le vide de l'espace, elle tourne autour du Soleil, et elle est séparée du vide et du froid par une petite atmosphère qui fait grosso modo 20 km de haut, d'épaisseur. Alors évidemment, on trouve aussi des molécules d'oxygène beaucoup plus loin, jusqu'à 100 km, mais on va dire que la partie la plus reconnaissable est assez fine. Hein, déjà, ceux qui montent l'Everest à 8 km de hauteur, eh ben, la plupart du temps, il leur faut une bouteille d'oxygène parce que c'est très difficile de respirer à cette altitude-là. Et donc, cette fine couche de l'atmosphère, on l'aperçoit sur le limbe de la Terre. Donc, c'est vraiment pas grand-chose, hein, ce qui nous sépare du froid. Au-dessus de l'atmosphère, il fait moins 200 degrés. Euh, et c'est le vide. Voilà, donc ça, c'est une photo qui a été prise par Thomas Pesquet depuis la station spatiale. Et vous reconnaissez la pointe du Cotentin, le Pas-de-Calais, voilà, les côtes de l'Angleterre. Voilà, donc il y a quelques personnes un peu privilégiées qui ont la possibilité de voir la Terre de l'extérieur. C'est pas donné à beaucoup de gens. Donc c'est principalement aujourd'hui les gens qui sont sur la station spatiale. Donc voilà, la station spatiale aujourd'hui, ça fait à peu près 100 mètres de long. Donc il y a des modules d'habitation, il y a des grands panneaux solaires, et c'est quelque chose qu'on peut voir passer, hein. Vous avez peut-être déjà aperçu la station spatiale passer, donc c'est un point lumineux très brillant qui se déplace lentement dans le ciel. Je me souviens il y a un an ou deux, j'avais montré la station spatiale à quelques-uns. Et donc elle tourne à 28 000 km/h autour de la Terre, et elle fait un tour en 1 heure et demie. Donc, c'est-à-dire que les gens qui sont là-haut, ils voient 16 levées de soleil, 16 couchers de soleil par 24 heures. Et surtout, bah, ils ont une vue inédite sur la surface. Et quand on est là-haut, bah, on s'aperçoit que bah, les pays sont vraiment les uns à côté des autres. Il y a pas de frontières. C'est un continuum de terre et de mer, quoi. Alors, la station spatiale, à contrario, on peut la voir quand on est sur Terre. Et puis, il y a des gens qui s'amusent à la photographier. Alors, on peut la voir simplement en voyant passer le point lumineux, mais quand on pointe un télescope ou une lunette avec un système de tracking, on peut faire un film et puis voir les détails de la station, et notamment quand ça passe devant la Lune ou quand ça passe devant le Soleil, donc avec des filtres.
Et ça, c'est une photo qui a été prise par un Français qui est le grand spécialiste mondial de ce genre de photos. Donc, c'est 400 km d'altitude pour la station spatiale. C'est quand même quelque chose qu'on peut voir. Hein, c'est pas si loin que ça. Les, les gens qui sont dans la station spatiale, il y a des astronautes, mais enfin, il y a aussi des scientifiques, hein, des gens qui sont pas forcément hyper entraînés c'est pas des pilotes d'essai comme il y a 30 ans. Euh, c'est des gens qui font de la science dans un laboratoire qui est en apesanteur autour de la Terre. Alors, les voyages dans l'espace, il n'y en a pas eu beaucoup. Il faut se rendre compte que, voilà, si on prend l'histoire de la présence de l'homme sur Terre, hein, ça va à peu près 1 à 3 millions d'années. On n'a pas exactement des chiffres détaillés. Eh ben, on est la première génération, alors nous et puis nos parents, à avoir vu l'exploration de l'espace. On est la première génération spatiale, finalement, depuis l'histoire de l'humanité. C'est vraiment un moment inédit de l'histoire de l'homme. C'est la première fois que quelqu'un est sorti de l'atmosphère et avec l'exploration de la Lune, c'est la première fois que des hommes ont posé le pied sur un astre autre que la Terre. Alors, cela dit, les voyages ont été imaginés depuis longtemps. Vous savez que Jules Verne avait écrit des romans donc, autour de la Lune et de la Terre à la Lune, les deux romans qui mettaient en scène l'exploration de la Lune. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'était pas des fusées, hein. Il imaginait un gros canon qui expulsait en fait un vaisseau composé de plusieurs parties en destination de la Lune. Et ce qui est marrant, c'est que le canon qui était installé aux États-Unis s'appelait Columbia, comme une des premières navettes spatiales, et il était installé en Floride, comme la base de lancement des Américains. Donc c'est assez marrant de voir que un siècle avant, hein, puisque ça a été publié en 1865, et la première fusée est partie vers la Lune euh, en 1967 ou 68. Les premiers, alors pas l'atterrissage, pas l'alunissage, mais les premières fusées qui ont fait le tour de la Lune avant pour préparer le terrain. Ils avaient envoyé des... Non, non, il n'y avait pas encore les vaisseaux automatiques. C'est après. Le premier objet qui est sorti de l'atmosphère de la Terre, c'est Spoutnik en 1957. Voilà. Et donc, il a fallu attendre la fin des années 70 pour que on commence à envisager, enfin, qu'on aille sur la Lune, autour de la Lune et sur la Lune. Donc, avec le premier pas sur la Lune en 69. Et il y a eu que 5 missions et 12 hommes en tout qui ont posé le pied sur la Lune. Donc, c'est pas énorme. Et depuis ce temps-là, depuis la dernière mission, c'est 1972, euh, il y a pas eu d'exploration de la Lune avec des humains. On a envoyé des sondes automatiques, mais voilà, ça fait 52 ans que l'homme n'a pas posé le pied sur un autre astre que la Lune. Voilà, donc la Lune, ben, il n'y a pas d'atmosphère, c'est un astre qui est considéré comme inerte. Il y a Donc, comme il n'y a pas d'atmosphère, bah, la moindre météorite qui tombe va directement au sol. Donc, d'où les cratères. Il n'y a pas de protection comme nous. Une météorite qui tombe sur la Terre, elle est en général brûlée par l'atmosphère. Ou alors, quand elle est vraiment grosse, il y a des petits cailloux plus ou moins gros qui tombent sur Terre. Mais sur la Lune, c'est bombardé en permanence par des radiations, par des micrométéorites, voire de temps en temps des plus grosses météorites, hein. Il est arrivé que des astronomes amateurs voient des flashs sur la Lune en faisant des photos. Parce que de temps en temps, il y a un gros caillou qui tombe sur la Lune, quoi. Donc les hommes qui ont été sur la Lune, ils ont ramassé quelques cailloux, ils en ont ramené. Voilà, il y a eu des explorations, il y a eu un peu de science, pas énorme, mais c'était surtout des missions à caractère géopolitique. L'idée, c'était de damer le pion aux Russes.
Et puis les Russes, évidemment, voulaient faire l'inverse. Donc, on ne peut pas dire que c'était vraiment une exploration au sens de la progression de la connaissance, mais néanmoins, il y a eu quelques découvertes intéressantes. C'est que des Américains qui ont posé le pied sur la Lune. Alors, depuis, il y a plein de nations qui ont envoyé des robots, des sondes pour analyser, alors soit pour être en orbite, faire des photos précises, ou pour aller sur... Les derniers en date, c'est les Chinois qui ont aluni au pôle sud et qui ont un petit rover qui peut aller se promener et puis ramener des échantillons, faire des analyses spectroscopiques notamment. Donc voilà, et depuis quelques années, les Américains ont relancé une mission qui s'appelle Artemis. Donc je vais montrer des plans tout à l'heure. Alors, la Lune déjà. La Lune, elle fait 3400 km de diamètre. Ça paraît pas gros comme ça, mais en fait, c'est assez énorme. Les satellites naturels des planètes sont en général plus petits que la planète principale. Donc, on parle souvent de système double pour la Lune et la Terre. Euh, et en fait, la Lune a été créée par la collision d'une protoplanète qui a collisionné la Terre, et puis ça a carrément arraché un morceau de la Terre, tout ça s'est satellisé, s'est recompacté. Et en fait, sur la Lune, il y a des morceaux de Terre. C'est un mélange de l'astre initial et puis de la Terre. Et puis sur Terre, bah, il y a des traces de, de la matière de ce collisionneur. Donc voilà, la Lune fait à peu près un quart du diamètre de la Terre. Mais si on met les deux à la distance proportionnelle à leur taille, on a ça. C'est-à-dire qu'en fait, voilà, il y a un grand vide entre la Lune et la Terre quand on met les choses à la même échelle. Et on va voir que quand on s'amuse à mettre les choses à l'échelle, eh ben, l'espace, c'est quand même vachement grand, vachement vide. Donc pour aller sur la Lune, les astronautes en 69 ont mis à peu près 5 jours, non 3 jours, à une vitesse de 5000 km/h, ce qui est quand même pas négligeable. Et donc la Lune, elle est à peu près à 400 000 km de distance, mais ça varie un petit peu de 384 à 405. C'est pour ça qu'il y a l'histoire de la taille de la Lune qui varie un peu selon l'année, et puis on parle des lunes bleues, des pleines lunes du cerf, etc. Enfin, c'est un truc qui amuse beaucoup les journalistes. Et donc, depuis 52 ans, on n'est pas retourné sur la Lune, mais il y a des missions qui sont prévues. Donc là, il y a un programme officiel des Américains, jusqu'à présent, hein, parce que si ça se trouve, Trump, il va nous annuler tout ça. Il voulait déjà pas que le télescope James Webb parte en orbite. Et donc le programme Artemis, qui a été sous-traité en grande partie à SpaceX, vise à aller à l'unir à nouveau sur la Lune, et puis installer des bases lunaires plus stables et à plus longue durée. Donc il y a déjà eu un premier vol sans personne qui a fait le tour de la Lune, hein, c'était l'année dernière, en 2022, je crois. Il y a un deuxième vol qui doit partir l'année prochaine avec des hommes, mais ils vont faire le tour de la Lune, ils vont revenir. Et puis à partir de 2026 ou 2027, normalement, il y aura les- un module qui se détachera de l'orbiteur et qui viendra sur la Lune, quoi. C'est des choses qui sont quand même compliquées, hein. On ne va pas sur la Lune comme en week-end. Alors, en fait, c'est des programmes internationaux, c'est-à-dire que les programmes de la NASA, il y a des contributions de l'Europe, il y a des contributions des Canadiens, il y a des contributions d'autres pays, etc., quoi. Et comme le James Webb, hein, il y a des spectroscopes qui ont été faits par l'ESA et qui a été lancé par Ariane. Donc l'idée, c'est de faire des bases permanentes sur la Lune
Donc, alors comme j'ai dit, il y a des micrométéorites, il y a des radiations dangereuses, donc il faut se protéger. Et la meilleure façon de se protéger, c'est de faire des bases souterraines. Donc là les dômes, c'est pour faire des plantations, mais l'idée, c'est de faire comme on voit sur la gauche là, c'est de faire des bases qui sont protégées par l'espèce de poussière lunaire qui s'appelle de la régolithe et qui est assez facile à manier. On peut faire une sorte de béton à partir de ça. Et donc, ça serait un laboratoire permanent. Et on sait qu'il y a la matière pour préparer des carburants qui pourront servir à des fusées plus tard pour faire des voyages à partir de la Lune pour aller sur Mars ou ailleurs. Donc l'idée, comme il y a la gravité est plus faible, c'est plus facile de sortir de la Lune que de sortir de la Terre. Il faut une grosse énergie pour partir de la Terre. Donc les prochaines explorations spatiales au-delà de la Lune partiront probablement de la Lune ou en orbite de la Lune. Et évidemment, la première mission à laquelle tout le monde pense, c'est Mars. Hein, c'est l'une des planètes les plus proches de nous. Alors Mars, c'est une petite planète, elle fait 2 fois la taille de la Lune. Et donc elle est à 228 millions de kilomètres du Soleil. Nous, on est à peu près 150. Donc voilà, il y a 70 millions de kilomètres à peu près entre les deux, quand elles sont l'une en rapprochement, ce qu'on appelle une opposition. Donc on peut envisager de lancer un petit peu avant une fusée, et puis qui arrivera quand la Mars sera à proximité. Donc voilà, il y a des programmes qui sont en cours de développement. Alors Elon Musk avait prévu qu'il irait sur Mars dans les années 2020, etc. Bon, évidemment, on n'y est pas encore. Donc Mars, il y a une atmosphère qui est composée à 96% de CO2. C'est une atmosphère qui est assez ténue, hein. C'est un peu comme quand on est en haut d'une montagne. On ne peut pas respirer puisqu'il n'y a pas d'oxygène, donc il faut forcément un scaphandre. Par contre, la température, ça peut atteindre jusqu'à 20 degrés quand on est de jour, à proximité de l'équateur. Donc, c'est des conditions, alors ça descend à moins 60 ou moins 100 degrés à certains endroits, mais c'est des conditions qu'on connaît sur Terre, en Antarctique par exemple. Donc, on sait gérer ce genre de choses. On sait faire des bâtiments qui seraient isolés de l'atmosphère, avec voilà, en intérieur, ça serait pressurisé avec de l'oxygène, donc on pourrait vivre dedans. Donc, l'idée d'installer des bases sur Mars, c'est pas aberrant. Maintenant, de là à envoyer une partie de la population mondiale sur Mars, hein, on n'y est pas encore. Et puis surtout, pour y aller, il faut attendre que les planètes soient du même côté. Il faut à peu près 3 à 6 mois pour aller jusqu'à Mars. Il faut atterrir. Enfin, atterrir, oui. Amarcir. Alors en fait, le terme atterrir a été homologué pour n'importe quel astre, parce que sinon, on n'en finit pas. Mais voilà, donc il est probable qu'on verra des missions sur Mars hein, dans quelques années. Mais alors, on a déjà exploré avec des engins automatiques, hein, mais il est probable qu'on verra des astronautes arriver sur Mars dans les prochaines décennies. C'est pas pour dans 5 ou 10 ans, hein. À mon avis, c'est plus lointain. Mais voilà. Et donc, je disais à peu près 6 mois pour aller sur Mars. Après, le problème, c'est que les deux planètes, elles tournent autour du Soleil à des distances, à des vitesses différentes. Donc, à un moment donné, la Terre, elle va s'éloigner de Mars. Donc, soit il reste assez peu de temps sur Mars et puis ils repartent tout de suite, soit il faut attendre que la Terre ait refait un tour complet. Donc, Combien de temps pour complet? bah, 1 an pour la Terre, mais pendant ce temps-là, Mars a aussi bougé. Donc, en fait, il faut à peu près 17 mois. Donc, 6 mois pour aller, 17 mois au pire pour rester sur place, plus 6 mois pour revenir. Et tout ça dans un environnement confiné, hein, qui sera probablement pas énorme parce qu'on ne va pas envoyer des centaines de tonnes sur Mars. Et aujourd'hui, on n'a absolument aucune idée de comment un équipage se comporterait pendant 2 à 3 ans, les uns avec les autres, confinés comme ça, avec potentiellement tous les risques de dysfonctionnement qui peut se passer. Donc,
Voilà, aller sur Mars, c'est quand même un challenge qui est bien supérieur à aller sur la Lune. Voilà, donc quand Elon Musk dit de toute façon la Terre est foutue, il faut partir chercher la planète B, hein, il y a encore un peu de boulot. Alors bon, si Mars est compliqué, est-ce qu'il y a d'autres solutions? Il y a de l'autre côté, plus proche du Soleil, il y a Vénus. Alors Vénus, c'est quasiment la jumelle de la Terre, hein, c'est la même taille. Il y a des nuages, il y a une atmosphère. Euh, alors parce que comme elle est plus près du Soleil, ça fait des phases. C'est-à-dire que quand elle est de notre côté, on voit une partie qui n'est pas éclairée, puisque la partie est éclairée de l'autre côté. Et puis, donc, en fait, on voit des croissants de Vénus. C'est très chouette à photographier, d'ailleurs, hein. Le problème, c'est que ça ressemble à la Terre, mais c'est pas du tout la Terre. Et les premières sondes qui ont été envoyées il y a à peu près 30 ans, 30-40 ans, sur Vénus, on s'est rendu compte que c'était un véritable enfer. La température est de 470 degrés, c'est quasi 100% de gaz carbonique. Il y a un effet de serre catastrophique, puisque comme c'est plus près du Soleil, ce gaz carbonique, c'est une serre, et donc ça amplifie le réchauffement, ça fait comme une couverture qui réchauffe la surface. Il y a des pluies d'acide sulfurique. Il y a une pression, il y a une pression atmosphérique qui est 100 fois la pression de la Terre. Donc, d'ailleurs, les rares sondes qui ont atterri sur la surface de Vénus n'ont fonctionné que quelques minutes. Parce que c'est des conditions tellement catastrophiques voilà. L'aspect acide sulfurique, etc., ils avaient des hublots de 3 à 4 cm d'épaisseur enfin, c'était pas du diamant synthétique, mais c'était une espèce de verre plus proche des minéraux comme le diamant ou le saphir pour pouvoir résister à la fois à la pression et puis à la corrosion, quoi. Donc, Vénus, c'est très joli à voir, hein, si vous l'avez déjà vu le soir au coucher de soleil, c'est une étoile très très brillante. Aux jumelles ou au télescope, on peut voir les phases, donc c'est magnifique, mais on ne pourra pas s'y établir. Alors, encore plus proche du Soleil, il y a Mercure, mais là, il n'y a pas d'atmosphère, c'est très proche du Soleil, c'est complètement grillé et puis bombardé par les particules qui proviennent du Soleil. Donc, de toute façon, là, même y rester quelques minutes, c'est même pas envisageable, quoi. Donc, c'est une boule de roche. Voilà, il y a pas d'avenir du côté de Mercure. Mercure l'a bien nommé, hein. Donc voilà, dans le système solaire, il y a ce qu'on appelle les planètes telluriques qui sont faites de roches comme la Terre. Il y a une surface, on peut poser le pied à la surface. Et puis il y a les planètes gazeuses comme les autres, la Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Et là, il y a pas de sol. C'est vraiment une planète de gaz. Il y a une atmosphère très, très, très dense. Alors évidemment, sur certaines, il y a un noyau rocheux vraiment très profond, mais bon, pas rocheux, mais métallique plutôt. Donc c'est compliqué. Cela dit, c'est des planètes intéressantes à explorer. Donc, les premières sondes qui datent des années 60, fin des années 70, hein, vous connaissez peut-être les Pionniers et les Voyager. C'est des sondes qui ont ramené des premières photos, enfin, qui ont envoyé, elles ne les ont pas rapportées, mais qui ont envoyé des photos prises sur place. Ça a été vraiment le début de l'exploration interplanétaire. Ça a fait des magnifiques photos. Donc, Jupiter, ça fait à peu près presque 10 fois la taille de la Terre. Euh, et donc, il y a une atmosphère avec des turbulences, des cyclones. Et la tache rouge, là, qu'on voit, ça fait presque 300 ans qu'on l'observe. Et c'est un cyclone géant qui fait à peu près 3 fois la taille de la Terre. Donc, il faut imaginer les vents
qui sont sur place. En plus, Jupiter tourne en 8 heures. Donc, vous imaginez une planète 10 fois plus grosse que la Terre qui tourne en 3 fois moins, enfin, 3 fois plus vite. Et d'où la forme un petit peu ovale, parce que la force centrifuge élargit le diamètre à l'équateur et puis aplatit les pôles. Du coup, planète gazeuse, comment est-ce qu'on peut comprendre, nous, rien? Alors, C'est quoi? c'est constitué d'hydrogène et d'hélium. En fait, c'est une étoile ratée. Quand le système solaire s'est formé, il y a le Soleil qui s'est allumé avec le gaz environnant qui est principalement de l'hydrogène. Et puis, il y a eu quelques globules qui sont voilà, ce qu'on peut appeler des proto-étoiles qui se sont jamais allumées, qui sont restées sous forme de planètes. Et on aurait pu avoir un système double, d'étoiles doubles, comme la grande majorité des systèmes stellaires sont des étoiles doubles ou triples, voire quadruples. Mais bon, là, en l'occurrence, le Soleil était petit, il n'y a pas eu suffisamment de matière pour avoir une deuxième étoile. Mais c'est constitué quasiment de la même chose que le Soleil. C'est de l'hydrogène, de l'hélium, un petit peu d'hydrocarbures, du méthane. Donc, s'il y a une sonde qui arrive là-bas, elle peut pas couler, elle peut pas que planer, entre guillemets, ou... Alors planer, sauf que bah, les sondes qu'on a envoyées en surface, on a fait des mesures. Il y a des vents à plus de 400 km/h. Il y a une densité, enfin une pression atmosphérique qui est très importante. Donc il y a eu des sondes qui ont été envoyées, et puis au fur et à mesure qu'elles descendaient dans l'atmosphère, envoyaient des données, mais très rapidement elles sont détruites par les conditions, quoi. Donc c'est de toute façon pas des planètes sur lesquelles on peut envisager aller se poser ou habiter. En revanche, il y a des satellites autour. Jupiter a à peu près 80 satellites, dont les 4 plus gros qui ont été observés par Galilée la première fois qu'il a pointé sa petite lunette vers Jupiter, et qu'on appelle donc les satellites galiléens. Et c'est intéressant parce que là, c'est vraiment comme des planètes rocheuses, hein. Ganymède est plus gros que Mercure. Enfin voilà, il y en a trois qui sont plus grosses que la Lune. Et alors, c'est des planètes glacées, mais on a détecté en profondeur des océans où la température est plus importante. Et notamment Callisto, il y a un océan liquide d'eau. On sait que c'est de l'eau parce qu'on fait des mesures spectroscopiques. Bon, on peut connaître la composition chimique. Donc, on pense qu'il y a des conditions qui sont favorables à l'apparition de la vie, parce que l'apparition de la vie, c'est quoi? C'est des molécules organiques qui vont se mélanger avec des conditions de température cohérentes. Mais bon, s'il y a la vie, ça sera peut-être des bactéries ou des formes très primitives. Donc, on va pas voir sortir des petits hommes verts, quoi. Donc après Jupiter, bah, il y a Saturne, hein, c'est un peu la même chose en plus petit. C'est quand même 7 à 8 fois la taille de la Terre. Et la particularité, c'est qu'il y a un anneau qui est absolument magnifique, hein, qui est visible aux jumelles ou dans un petit télescope. Nous, chaque année, quand on fait les nuits des étoiles, puis qu'on montre, on reçoit à peu près 2500 personnes lors du week-end. Quand on montre Saturne, les gens, ils ont les yeux qui brillent, la mâchoire qui tombe. C'est vrai qu'au télescope, c'est magnifique. Et cet anneau, il est fait de tout un tas de morceaux de glace, depuis le petit caillou jusqu'au rocher de quelques mètres ou quelques dizaines de mètres. Et c'est très réfléchissant, donc c'est très brillant en fait. C'est pour ça qu'on le voit de loin. Alors, il y a un anneau aussi sur Jupiter, mais qui est quasi invisible. On le voit en infrarouge. Il y a un anneau autour d'Uranus et de Neptune aussi. Et donc, comme c'est du gaz, la densité est très faible. Et en fait, la densité de Saturne est inférieure à 1. Donc, en fait, s'il y avait un grand océan géant, on pourrait poser Saturne, elle flotterait. Donc voilà, les anneaux, on a eu des photos grâce aux sondes qui étaient assez intéressantes. Et Saturne a aussi je sais plus, 90 satellites, dont Titan, qui est assez gros, hein, qui est plus de 2 fois plus gros que la Lune.
Et on pense que là aussi, les conditions d'apparition de la vie seraient possibles. Il y a une atmosphère d'azote, hein. Donc l'azote, je rappelle que notre atmosphère est composée de 70% d'azote, je crois. Bon, il n'y a pas d'oxygène par contre. Et puis il y a des océans d'hydrocarbures, hein, du méthane liquide. Mais en tout cas, voilà, quand il y a des hydrocarbures, des molécules organiques, c'est favorable à l'apparition de la vie, à condition que les conditions de température et de radiation aussi soient compatibles. Donc il est probable qu'il y ait des sondes qui aillent s'installer sur Titan pour en savoir un peu plus sur les conditions à la surface. Au-delà, bah, il y a les planètes géantes, Uranus et Neptune, qui sont un peu plus petits que Saturne, qui sont aussi faites d'hydrogène, d'hélium et puis d'hydrocarbures, mais qui sont complètement glacées, hein. Là, on parle de températures qui approchent entre -100 et -200. Donc, il n'y a pas grand-chose à attendre de ces planètes-là. Et puis, jusqu'à l'année 2009, il y avait la neuvième planète qui était Pluton, qui a été déclassée en 2009 par l'Organisme international astronomique, parce que bah, c'était pas une planète au sens de la définition des planètes, c'était plutôt un petit corps, comme il y en a plein dans le système solaire, et qui était à peu près à la même distance que Neptune. Donc voilà, Pluton a été déclassé, c'est plus une planète, donc il y a que 8 planètes aujourd'hui dans notre système solaire. Par contre, il y a voilà, plein de corps qui se promènent dans le système solaire. Et puis au-delà, il y a ce qu'on appelle le nuage de Oort, qui est un réservoir de corps glacés qui, de temps en temps, se rapproche du Soleil au gré des perturbations, qui donnent les comètes. Donc les comètes viennent de très très loin dans le système solaire et se rapprochent, puis repartent. Voilà. Donc le système solaire, à part Mars et puis peut-être les satellites de Jupiter et de Saturne, il n'y a pas énormément de solutions pour établir des bases avancées pour explorer l'espace. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a moyen d'aller visiter les étoiles environnantes et à quelle distance elles sont? Donc d'après vous, quelle est l'étoile la plus proche du- de nous? Voilà. On voit tous les jours une étoile en plein jour, c'est le Soleil. Donc voilà, une étoile, c'est quoi? C'est une sphère de gaz composée d'hydrogène qui émet de la lumière et de la chaleur. S'il n'y avait pas le Soleil, déjà, il n'y aurait pas les planètes, parce que les planètes ont été formées par agrégation de matière autour de l'étoile. Et puis, s'il n'y avait pas de Soleil, il n'y aurait pas la vie sur Terre, parce que c'est grâce à la chaleur et aux radiations du Soleil qu'on a pu avoir l'apparition de la vie. Donc, quand on regarde le Soleil avec des filtres particuliers, on voit que c'est une boule de feu. Il y a des éruptions à la surface du Soleil. Donc, alors, c'est pas du feu au sens du feu de camp qu'on fait l'été, hein. C'est de la fusion d'hydrogène. Donc, c'est ce qui se passe au cœur des bombes atomiques, des bombes H. Donc, c'est de la fusion de l'hydrogène en hélium. Euh, donc, le Soleil fait 1 400 000 km de diamètre. Et c'est donc, vous imaginez une sphère de 1 400 000 km qui est en éruption thermonucléaire permanente. Et donc, ça transforme l'hydrogène en hélium. Donc, il y a une petite portion, à peu près 8% d'hélium dans le Soleil. Alors, on peut observer avec un instrument d'amateur. Voilà, moi, j'ai fait des photos de ce type-là. Alors, celle-là, elle est pas de moi. Donc, on voit voilà, tout le phénomène éruptif à la surface et on voit sur le profil, sur le bord du Soleil, les éruptions solaires donc, c'est des éjections de matière dans l'espace. Et ces protubérances qu'on ne voit pas parce que la surface du Soleil est beaucoup trop brillante, donc on ne le voit pas de jour. Bah, quand il y a des éclipses solaires, c'est-à-dire la Lune passe devant, elle éclipse
le disque du Soleil et on voit les protubérances. Donc ça, c'est une photo que j'ai faite par contre. Et la protubérance qui est à droite, on la voyait à l'œil nu. Donc ça, c'est une photo que j'ai faite au Mexique. Et aujourd'hui, on a des instruments qui permettent de faire ce masquage artificiel et puis de voir les protubérances. Donc quand on zoome un petit peu, hein, on voit, c'est vraiment des flammes. Alors on les voit pas bouger à l'œil nu. Voilà, quand on regarde 10 minutes ou une demi-heure après, on voit que ça a changé. On peut faire des time-lapse, on peut faire des films, mais voilà, il faut accélérer le temps. Donc ça, c'est des protubérances qui font à peu près 40 000 à 50 000 km de haut, soit 4 à 5 fois, enfin, 3 à 4 fois la taille de la Terre. Voilà. C'est l'équivalent de la distance à vue. Non, pas autant, c'est 400 000 km. Les Mais protubérances, il existe on a déjà observé des protubérances qui faisaient plusieurs centaines de milliers de kilomètres, dont celle-ci. Donc là, quand c'est accéléré, on voit tout le processus dynamique et on s'aperçoit que c'est vraiment un processus fluide. Voilà, donc ça fait à peu près 150 000 km de diamètre. Donc c'est 12 à 13 fois la taille de la Terre. Voilà. Comment ça se fait qu'on ait besoin d'accélérer? Bah, parce que c'est des processus lents. C'est immense. Mais c'est 1000 kilomètres, elle n'est pas pour prendre Voilà. quelques secondes. C'est ça. Elle est très grande. Donc ces protubérances, c'est vraiment de l'éjection de matière. Alors bon, il y en a une partie qui retombe parce qu'il y a des champs magnétiques courbés qui font des boucles magnétiques sur la surface du Soleil, mais il y a une partie qui envoie des particules dans l'espace. Et puis quand ces éjections sont dirigées vers la Terre, bah, la Terre reçoit ces particules, plus ou moins énergétiques. Alors heureusement, la Terre a un champ magnétique qui va canaliser en fait les particules vers les pôles. C'est un aimant hein, finalement. Et il se passe des aurores boréales. Donc là aussi, en accélérant, j'ai fait un time-lapse d'une aurore boréale qui s'est déroulée la nuit du 10 au 11 mai cette année, pris depuis mon jardin, en Haute-Saône. Et donc on voit les particules qui arrivent dans l'atmosphère et qui ionisent l'air et qui émettent de la lumière. Donc quand on accélère, on voit les choses bouger, mais là c'était tellement intense qu'on les voyait à l'œil nu bouger. C'est à peu près vers 1 heure et demie du matin. Voilà. Donc ça, c'est des choses que d'habitude on voit plutôt en allant dans les pays nordiques, hein, quand on va en Islande, en Norvège, etc. Donc, alors il faut s'éloigner des villes pour ne pas avoir la pollution lumineuse, mais on peut voir des aurores boréales intenses. Alors les couleurs dépendent de la composition chimique de l'atmosphère, c'est-à-dire qu'il y a des parties basses, des parties hautes, et puis bah, selon que c'est de l'oxygène ionisé ou de l'azote ionisé, etc., ça fait des couleurs différentes. Donc c'est l'aspect, on va dire, esthétique et beau de ces flux de particules qui nous arrivent, mais si c'est vraiment puissant, ça peut faire disjoncter nos systèmes électriques, ça peut désorbiter des satellites. La nuit du 10 au 11 mai, il y a des satellites SpaceX qui ont été carrément sortis de leur orbite et qui sont rentrés dans l'atmosphère. Donc c'est pas négligeable hein, comme phénomène. Donc le Soleil, 1 400 000 km de diamètre. Nos planètes, les planètes géantes, Jupiter et Saturne, à côté du Soleil, c'est quand même pas grand-chose, sans parler de la Terre. Et si on s'amusait à faire une maquette du système solaire, c'est-à-dire que vous imaginez le Soleil sous forme d'une boule de 10 cm de diamètre, et ben la Terre, elle serait placée, donc le petit point de la Terre serait placé à 11 mètres de distance, voilà, Jupiter 56, etc. Le système solaire tiendrait dans un diamètre, enfin un rayon de un peu plus de 300 mètres, pour un Soleil de 10 cm et une Terre d'1 mm. Hein. Et à votre avis, la première étoile, elle serait placée à quelle distance? Donc la première étoile en dehors du Soleil,
qui s'appelle Proxima du Centaure. Dizaine de milliers de kilomètres. Elle serait à 3000 km. Ah oui, dans le. À cette échelle-là. Ah oui, oui. Donc 300 000 fois la distance Terre-Soleil. Donc vous avez vu que aller sur la Lune, bon, ça se fait pas tous les week-ends. Aller sur Mars, bah, peut-être que nous on le verra ou pas. C'est quand même très compliqué. Et pourtant, c'est qu'à 70 millions de kilomètres. La première, à cette échelle-là, la Terre est à 11 mètres du Soleil. Mars serait à peu près à 17 mètres à peu près. Donc voilà, Mars, même Jupiter, c'est vraiment notre proche banlieue. La première étoile, elle est super loin par rapport au système solaire. Et vous allez voir que, et pourtant, c'est vraiment tout près par rapport à tout le reste, quoi. Donc, la deuxième partie, c'est qu'est-ce qu'il y a au-delà du système solaire? Il y a des étoiles, on sait, mais il n'y a pas que ça. Alors déjà, les distances, hein, Neptune, c'est 2 milliards, j'ai plus en tête, enfin, c'est de l'ordre de 2 à 3 milliards de kilomètres. On commence à plus pouvoir utiliser les kilomètres parce que sinon ça ferait beaucoup trop de zéros. Donc on utilise ce qu'on appelle l'unité astronomique qui est en fait le rayon de l'orbite terrestre. Ça permet de savoir que telle planète est à tant d'unités astronomiques, etc. Mais quand on sort du système solaire, cette unité est à nouveau trop petite. Donc on utilise, vous la connaissez tous, l'année-lumière. Et il faut se représenter ce que c'est qu'une année-lumière, c'est la distance parcourue par la lumière dans le vide pendant un an, sachant qu'elle va à 300 000 km par seconde. Donc ça fait à peu près 10 000 milliards de kilomètres. Et la première étoile est à 4 années-lumière, à peu près 4,3. Donc ça donne une idée des distances. Alors on peut parler de minutes-lumière aussi, hein. Par exemple, le Soleil est à 8 minutes de lumière. La lumière du Soleil a mis 8 minutes à nous parvenir. Donc les étoiles, pour aller les voir, aujourd'hui, on n'a absolument aucune idée de comment faire. Les sondes Voyager qui sont encore en contact avec la NASA euh, sont physiquement sortis du système solaire au sens où les mesures de radiation du Soleil sont à peu près équivalentes aux mesures de radiation de l'environnement extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, elles sont toujours sous l'emprise de la gravité du Soleil, mais euh, commence déjà à pu à pu ressentir l'influence des radiations et puis des lumières du soleil. Et pourtant, j'ai plus les chiffres en tête, mais elles sont encore dans le système solaire. Elles sont plus proches que le nuage de Oort. Et elles sont loin, loin, loin. Il faudrait des dizaines de milliers d'années avant qu'elles atteignent les premières étoiles. Donc le problème, c'est comment faire pour atteindre les prochaines étoiles. Alors, on est tous fans de science-fiction, je pense. Et les auteurs et puis les réalisateurs de science-fiction ont imaginé des moyens. Et le plus souvent, on zappait cette question des moyens de transport. Donc, bah, quelques, voilà. Déjà, pour aller en Australie ou en Chine, on aimerait bien avoir de la téléportation parce que passer 20 heures dans un avion, c'est moyen. Alors, un exemple, 2001 Odyssée de l'espace, si vous vous souvenez, on découvre sur la Lune un monolithe, et ce monolithe se met à émettre un signal dans une direction donnée. Et en fait, le roman d'Arthur C. Clarke initial, qui s'appelait La Sentinelle, expliquait que ce monolithe était un signal envoyé à une civilisation extraterrestre pour dire que ça y est, la Terre a atteint l'âge spatial. On est allé sur la Lune, on a découvert ce monolithe, et donc
c'était le signal que la Terre avait atteint l'âge spatial. Et puis après, s'en suivait un voyage qui était dans le film un peu psychédélique. Dans Interstellar, si vous vous souvenez, on découvre un trou de verre à proximité de Saturne, je crois, et qui permet de, de faire un raccourci vers un autre point de l'univers et de s'apercevoir qu'il y a des planètes euh, potentiellement habitables. Et donc, justement, le vaisseau passe à travers ce trou de verre. Et la notion de trou de verre, c'est une notion qui est supportée par la science. C'est-à-dire que c'est une des hypothèses de la courbure de l'espace. Alors, on n'en a jamais vu, hein, mais c'est qu'on pense qu'il serait possible. Après, ça ne dit pas qu'on serait capable de passer à travers le trou de verre et puis de ressortir intact de l'autre côté, hein. Ça, c'est encore un autre problème. Dans le film Contact, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est un film extraordinaire. On reçoit un signal avec des radiotélescopes d'une civilisation extraterrestre qui contient un plan d'un vaisseau spatial qui permet de voyager à l'autre bout de la galaxie. Et c'est un film qui est très très subtil au sens où il interroge la notion de fait basé sur la science ou de croyance religieuse. C'est-à-dire qu'est-ce qui est la réalité et sur quoi on base notre jugement sur voilà, sur notre perception. Et la perception, elle peut être biaisée par des divers phénomènes. Voilà. Et alors, dans La planète interdite, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais si vous ne l'avez pas vu, c'est absolument à voir. Pour moi, c'est le meilleur film de science-fiction. Il date de 1957. J'attire votre attention sur les derniers noms sur la liste des acteurs. Leslie Nielsen, Oui. qui est très connu. Qui a fait Y a-t-il un pilote dans l'avion? Voilà, plus tard. Mais là, il a 35 ans, ouais. Donc déjà, c'est mon film préféré, aussi à cause de lui, mais super. Alors, dans La planète interdite, c'est l'histoire en fait d'un vaisseau qui vient au secours d'une expédition qui avait eu lieu les années précédentes sur une planète qui avait été détectée comme étant habitable. Et on n'avait plus de nouvelles de cette expédition. Donc, cette nouvelle expédition arrive sur la planète. Alors, je vous passe un peu les détails, mais on se rend compte qu'il rencontre un gars qui est le seul survivant de l'expédition précédente et qui explique qu'il y a eu une civilisation très très avancée sur cette planète il y a des milliers d'années. Cette civilisation était tellement avancée qu'elle avait réussi à agir sur la matière par la pensée. Et il explique que cette civilisation, elle s'était autodétruite par ses cauchemars la nuit qui se matérialisaient en fait. Tout ça pour dire que une civilisation qui apparaît, elle n'est pas forcément immortelle et elle peut s'autodétruire, elle peut disparaître. Et la plupart du temps, on a des raccourcis pour aller à l'autre bout de la galaxie qui sont bien pratiques parce que s'il fallait attendre tout le film pour qu'on arrive à destination. Donc voilà, ce qu'il nous faut, c'est ça, quoi. Voilà. Mais même comme ça, il faudrait 4 ans pour aller à la première étoile hors soleil. Ah non, attends, là, il entre sur Space, donc là, il roule beaucoup plus vite encore. Ils appuient sur un bouton, ils se retrouvent à l'autre bout de la galaxie. Donc voilà, c'est ce qu'il nous faut. En évitant toutes les planètes et soleils sur le. Voilà. Ça, on sait pas exactement comment ça marche. Donc explorer la galaxie, ça veut dire quoi? Alors, c'est quoi la galaxie déjà? La galaxie, c'est la Voie lactée. J'espère que vous avez tous déjà vu la Voie lactée. La nuit, entre l'été et puis début de l'hiver, on voit une grande bande lumineuse quand on est dans un endroit épargné par la pollution lumineuse. Et en fait, c'est notre galaxie qu'on voit par la tranche parce que on se trouve dedans. Donc forcément, on la voit depuis l'intérieur. Et c'est constitué de centaines de milliards d'étoiles qui forment ce grand ruban lumineux.
Et puis quand on est dans de bonnes conditions, là par exemple, c'est une photo que j'ai faite depuis le parc Yellowstone aux États-Unis, où il n'y a pas une seule. Enfin, si, quand tu es près des routes, il y a quelques éclairages, mais c'est très épargné par la pollution lumineuse. Et cette galaxie, voilà, c'est une galaxie spirale qui se présente un peu comme ça. Il y a entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Alors pourquoi cet écart aussi important? C'est parce que on ne sait pas exactement voir dans toute la galaxie, parce que le cœur de la galaxie est tellement dense et tellement lumineux que ça nous masque ce qu'il y a derrière. Mais en faisant des hypothèses d'homogénéité de la densité des étoiles, etc., on peut extrapoler, mais bon, il reste quand même une incertitude assez importante. Enfin, 200 milliards d'étoiles, c'est déjà pas mal, rien que dans notre galaxie, hein. Il y a un trou noir au milieu. Et il y a un trou noir, donc ça, on en parlera juste après. Euh, et dans cette galaxie, il n'y a pas que des étoiles. Il y a aussi des poussières et du gaz, hein, le gaz qui est l'origine de la formation des étoiles. Et donc, c'est ce qu'on appelle des nébuleuses gazeuses, comme celle-ci, une photo qui a été prise par le James Webb. Et donc, ce gaz, c'est de l'hydrogène moléculaire froid, avec une densité assez faible, mais comme on parle de distance colossale, en fait, on voit des volutes de gaz, etc. Et ce gaz, c'est de la matière quand même si c'est des atomes. C'est soumis à la gravité, donc petit à petit, ça se rapproche. Et puis, localement, il peut y avoir des globules qui se forment. Et puis, comme ça se rapproche, il y a de plus en plus de gravité. Et puis, ça finit par faire des étoiles. Et donc, ces nébuleuses, ça peut donner naissance à des étoiles. Là, ce qu'on voit, c'est des étoiles jeunes, les plus lumineuses, là, qui sont au centre, qui ont été formées par le gaz environnant. Donc, les étoiles naissent des nuages de gaz comme ça. Et puis, ces étoiles, elles ont du vent solaire, hein, comme elles éjectent, comme le Soleil, des particules. Et ce vent solaire, il va sculpter les nuages de gaz comme les structures qu'on voit là, les structures en forme de doigt. Donc, cette structure-là, qui est assez fameuse, est des piliers de la création et qui a été photographié par Hubble il y a déjà quelques années. Ça, c'est une photo qui a un peu stupéfié tout le monde. Donc, c'est des nuages de gaz dans lesquels se forment des nouvelles étoiles. Et ce gaz est constitué aussi avec, il y a de la poussière. Et donc, on peut pas pénétrer, le regard ne rentre pas à l'intérieur des nuages de gaz, sauf en infrarouge, comme avec le James Webb, qui permet de voir à l'intérieur des nuages et on voit un peu plus les étoiles qui sont en formation. Donc des nébuleuses qui sont des pépinières d'étoiles, il y en a plein. Donc la grande nébuleuse d'Orion, qu'on commence à voir déjà le soir à partir de 11h minuit, puis qui est la constellation phare de l'hiver. Et bien en son cœur, il y a de la formation d'étoiles, comme qui a été montré. Voilà, on aperçoit des groupes d'étoiles qui ont été formés par le gaz. C'est des vraies couleurs ou c'est Alors, celle-là, c'est des vraies couleurs. Ça, c'est une photo que j'ai faite. Après, la plupart du temps en astronomie, on fait des photos avec des filtres étroits, à bande étroite, qui correspondent au ray d'émission de l'hydrogène ou de l'oxygène ou du. Voilà. Et après, on recompose les couches en affectant une couleur à chacune des couches pour faire de la fausse couleur, mais qui mettent en évidence les détails, quoi. Donc, comme ici, par exemple. Et donc, ça, c'est une nébuleuse qui s'appelle la nébuleuse de la Tarentule, qui est dans le Grand Nuage de Magellan. Et on voit donc un amas d'étoiles qui est né au centre de cette nébuleuse. Alors, des nébuleuses, il y en a il y a des centaines, dont certaines ont des formes intéressantes. Là, ça s'appelle la tête de cheval. On comprend bien pourquoi. Et c'est quoi? C'est un nuage de gaz froid, donc opaque, qui se détache par ombre chinoise par rapport à une nébuleuse brillante qui est derrière. Donc c'est vraiment le concept d'ombre chinoise. Et puis quand Hubble
fait un zoom là-dessus, on s'aperçoit que c'est des nuages de gaz qui sont aussi sculptés avec des globules, et puis bah, là aussi, il y a des étoiles qui naissent là-dedans, quoi. Donc vous avez vu les têtes de cheval parce que ça ressemble à une tête de cheval. Bah, souvent, les nébuleuses, elles sont nommées par rapport à leur ressemblance à des choses qu'elles nous évoquent. Donc par exemple, ici, ça vous évoque quoi? Une tête de dauphin. Parce que c'est bleu, sinon moi ça me Ah, on voit bien le museau. Alors après, c'est un peu. Des fois, c'est tiré par les cheveux, mais bon. Voilà. Nébuleuse du poulpe. Donc c'est la partie bleue. C'est une nébuleuse planétaire qui est principalement constituée d'hydrogène et d'oxygène. Et en fait, elle se détache sur un fond de nuages de nébuleuses par diffusion. Mais Et cette formation reste comme ça dans le temps ou ça change? alors, quand on parle d'astronomie, on parle de temps long. Et donc, c'est du gaz qui est en expansion, sauf que sur la durée de vie d'un homme, ça bouge pas, ou quasiment pas perceptible. Par contre, sur quelques centaines d'années ou milliers d'années, ça bouge. Ça fait plusieurs dizaines d'années-lumière. En taille. Oui, en taille. Alors ça, c'est une nébuleuse planétaire qui a été découverte par un astronome amateur français. Parce qu'il y a tellement de choses dans le ciel que les professionnels, ils vont sur des cibles professionnelles. Ils n'ont pas le temps de passer des centaines d'heures à faire des photos au même endroit. Alors que les amateurs, ils peuvent. La nébuleuse de la Statue de la Liberté. Tu peux l'appeler. Et avec des télescopes du commerce, on arrive à voir ça ou Oui, oui. dès que c'était un amateur qui avait. Alors, le poulpe, c'est quand même un amateur éclairé, hein. Mais bon, il y a plusieurs des photos que j'ai montrées qui sont des photos que j'ai faites moi, hein. La nébuleuse du Pélican. Alors là, faut imaginer le long bec du biais avec l'œil, la tête un peu pointue, là. La nébuleuse du plat de spaghetti. C'est une grosse densité de flotte derrière. Ouais. Donc ça, c'est des nébuleuses, c'est une nébuleuse qu'on appelle planétaire. En fait, c'est une étoile qui a explosé et qui a éjecté son gaz dans l'espace. Ça, c'est dans la Voie lactée. Oui. La tête de singe. Ou la tête de Dark Vador, si vous préférez. Elle a un peu incliné, mais vous avez l'arcade sourcilière, les yeux, le museau. Donc ça, c'est une photo que j'ai faite. La nébuleuse du balai de sorcière. T'as tout ça dans ton jardin. Donc ça aussi, c'est une nébuleuse planétaire, donc c'est des filaments de gaz éjectés par une étoile. Puis donc c'est éclairé par les étoiles environnantes et ça fait des photos magnifiques, quoi. Alors on les appelle planétaires parce qu'en fait, souvent le gaz il est éjecté de façon concentrique, donc ça apparaît comme une boule, ça ressemble à une planète. Ça s'appelle la nébuleuse de l'hélice, mais effectivement, ça ressemble à un œil. Voilà. Oui, voilà. Une cellule. Ouais, ça peut ressembler à une cellule au microscope, hein, tout à fait. Et donc là, on voit l'étoile au centre, qui est celle qui a éjecté son gaz autour, mais il reste quand même une étoile qu'on appelle une naine blanche, qui est au centre. Et donc ça nous amène au cycle de vie des étoiles. Hein, je vous ai dit que les étoiles fusionnaient l'hydrogène pour en faire de l'hélium, puis au bout d'un moment, il n'y a plus d'hydrogène, donc la réaction se ralentit et la gravité devient prépondérante. Donc en fait, l'étoile se contracte, ça se réchauffe à nouveau, les températures montent, et là, s'amorce la fusion de l'hélium, qui donne du carbone, et du beryllium et d'autres éléments. Et
à un moment donné, la contraction, enfin, au bout des réactions, il y a une contraction, et puis il y a aussi l'éjection de gaz autour. Mais sur les petites étoiles, ça s'arrête là. Et ça devient une naine blanche. Ça éjecte la partie extérieure de l'étoile à l'extérieur. Donc ça fait des nébuleuses planétaires. Mais dans le cas, donc vous voyez, le Soleil, il va durer à peu près 10 milliards d'années. On en est à peu près à la moitié. Mais sur des plus grosses étoiles, parce que le Soleil, c'est une petite étoile, il y a des étoiles qui sont des centaines de fois plus grosses que le Soleil. Un rappel, 1,4 million, 1 400 000 km de diamètre. Sur une étoile qui serait 25 fois plus grosse que le Soleil, eh ben, les réactions durent beaucoup moins longtemps, parce que les réactions s'enchaînent, ça consomme beaucoup plus d'énergie, et donc au lieu de 10 milliards d'années, ça va durer 7 millions d'années. Donc les très très grosses étoiles ont des durées de vie très faibles, et là, ça monte en température, hein. Donc là, nous, on s'arrêtait à 100 millions de degrés. Là, le carbone va se fusionner en d'autres éléments, puis après, etc. Donc petit à petit, les éléments de plus en plus lourds, jusqu'au fer, qui est un peu le pivot dans la table des éléments. On arrive à 3 milliards de degrés, hein, ça commence à faire. Et donc là, il y a une explosion catastrophique, c'est ce qu'on appelle une supernova. Et là, vraiment, c'est une étoile qui va devenir quasiment aussi lumineuse que l'ensemble de toutes les étoiles de la galaxie. Ça dure quelques semaines. Et on en voit régulièrement dans d'autres galaxies. Parfois dans la nôtre, mais faut pas que ce soit trop près parce que ça peut carrément éradiquer notre système solaire si c'est trop près. Il y en a une qui est un petit peu dans le viseur et qu'on surveille, c'est Bételgeuse, une des étoiles d'Orion, où on voit qu'il y a des variations. Donc on sait que c'est une géante rouge qui est en fin de vie, mais la fin de vie, hein, c'est peut-être dans 100 000 ans, on ne sait pas. Mais bon, on observe des symptômes qui montrent qu'elle commence à être instable. Et donc tout ça pour dire que tous les éléments qui nous composent ont été formés lors de la nucléosynthèse dans les étoiles ou à l'occasion des supernovas lors de la fin de vie des étoiles. Et donc si on regarde la table des éléments, les couleurs vous montrent qu'il y en a quelques-unes, les bleus qui ont été créés lors du Big Bang, c'est essentiellement l'hydrogène et l'hélium, mais le reste, ça a été formé soit dans les étoiles, soit en fin de vie, donc selon si c'est des petites ou des grandes étoiles. Et puis il y a les grises qui sont en bas, là, c'est des choses qui ont été créées dans des accélérateurs de particules et qui sont artificielles, quoi. Mais l'ensemble des éléments qui nous composent ont été faits dans les étoiles. D'où la pertinence de l'assertion nous sommes des poussières d'étoiles. Donc on voit que de l'hydrogène des étoiles, il y en a partout dans l'univers. Les étoiles, elles vivent. Il y en a plein depuis l'origine de l'univers, il y a des étoiles qui sont nées, qui sont mortes, etc. Donc tous les éléments sont présents dans l'ensemble de l'univers. Et ces éléments-là sont les briques de base de la vie. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a de la vie ailleurs? Les petits ronds, là, c'est la position de toutes les exoplanètes qu'on a détectées depuis une vingtaine d'années. Parce que on a détecté la première en une trentaine d'années, en 90. Et depuis, on en cherche. Et puis les instruments scientifiques sont de plus en plus performants et on en découvre de plus en plus. Et aujourd'hui, on en connaît plus de 5000. Et chaque année, on en rajoute plusieurs centaines. Et donc, on sait que à peu près, statistiquement, une étoile sur deux a un système planétaire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a forcément des conditions favorables à la vie, mais c'est extrêmement fréquent, quoi. C'est en fait le gaz qui compose une nébuleuse, qui donne naissance à une étoile. Eh ben, il reste du gaz autour. Et ce gaz-là, il va se structurer, et puis il va y avoir des globules qui vont donner des planètes. Parfois des planètes gazeuses, parfois des planètes rocheuses. Alors, pour essayer d'estimer la quantité de systèmes planétaires capables d'accueillir la vie, il y a un astronome
qui s'appelle Frank Drake, qui a inventé dans les années 60 une équation qui est basée sur la multiplication de probabilités, où on dit voilà, combien j'ai d'étoiles dans notre galaxie, quelle est la proportion d'étoiles disposant d'un système planétaire. Parmi ces planètes, quelles sont celles qui... enfin, quelle est la proportion favorable à la vie, c'est-à-dire pas trop proche de l'étoile, pas trop éloignée. Parmi celles qui sont dans la zone favorable, lesquelles pourraient avoir donné naissance à la vie. Alors la vie, ça va de la bactérie jusqu'à la civilisation avancée, hein. Parmi ça, quelle est la fraction qui a donné naissance à une civilisation, à une vie intelligente? Une vie intelligente qui commence par certains animaux, hein. C'est pas que nous. Voilà. Parmi cette vie intelligente, laquelle a atteint le statut de civilisation technologique, etc. Enfin, voilà, on voit qu'à chaque fois, ça se multiplie. C'est difficile d'évaluer les proportions, mais enfin bon, au final, on estime que, grosse fourchette, ça va de 1 à 1000. 1, bah, c'est nous, a priori. Mais voilà, c'est pas aberrant d'imaginer que des civilisations comme la nôtre sont apparues un peu partout dans notre galaxie. Là, c'est que notre galaxie, hein. Mais pour l'instant, tant qu'on n'a rien vu, ben, on peut pas confirmer. Et c'est bien le problème, ce qu'on appelle le paradoxe de Fermi. Donc voilà, si on considère qu'il y a des centaines de milliards d'étoiles, qu'il y a plein de galaxies en dehors de la nôtre, etc., bah, ils sont où tous ces gens? Donc ça, c'est le Enrico Fermi, grand physicien, prix Nobel, etc. C'est lui qui a, qui a parlé de ça. Oui, ça date de début du XXe siècle. Et donc, ben, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas encore détecté de façon, on va dire, avérée, publique, etc., euh, des traces de civilisation extérieure? Donc, on a vu tout à l'heure, en parlant de la planète interdite, que bah, une civilisation, elle peut être apparue à un moment donné, avoir vécu quelques milliers ou millions d'années, et puis avoir disparu. L'univers a à peu près entre 13 et 14 milliards d'années. Donc, il s'en passe des choses en 14 milliards d'années. Donc, voilà. Après, comme dans 2001, Odyssée de l'espace, au début du film, le monolithe arrive à une époque où on était on était des primates encore. Donc peut-être que des civilisations sont venues nous voir quand on était des poissons ou des singes et puis qu'il n'y a pas forcément de traces, quoi. Donc voilà, enfin, donc il y a plein d'explications comme ça. Il y en a même qui disent ils sont venus visiter la Terre et puis en fait ils nous gardent un peu comme un zoo isolé du reste pour pas que notre influence néfaste contamine le reste de la galaxie. Ben voilà, on peut faire tout un tas de supputations. Toujours est-il que pour l'instant on n'a pas de traces avérées d'autres vies. En revanche, avec le télescope James Webb, on a des spectroscopes qui sont capables d'analyser l'atmosphère d'exoplanètes et de savoir s'il y a du méthane, de l'oxygène, du carbone, etc. Et on pense que dans les décennies qui viennent, on sera capable de détecter les produits résiduels de la vie sur une des planètes, sans être obligé d'aller sur place. Tout à l'heure, tu parlais d'hydrocarbures sur des satellites. Ça c'est quelque chose qu'on fait dans les étoiles. Oui, enfin pas dans les étoiles, mais dans les planètes autour des étoiles. Là quand je parlais de faire de la spectro, c'était sur les planètes autour d'autres étoiles. Et c'est ça l'intérêt de la spectroscopie, c'est que c'est la lumière qui nous amène l'information. On n'est pas obligé d'aller sur place pour mesurer. Et la spectroscopie, c'est un élément essentiel de l'astrophysique, hein. C'est grâce à ça aussi qu'on connaît la composition des étoiles et de tous les corps dans l'univers. Donc là, on a vu un peu ce qu'il y avait dans notre galaxie, mais notre galaxie, elle est pas toute seule, quoi.
Un commentaire de Solomon. Et le premier exoplanète a été découvert ici en France. En France et en Suisse. Ouais. Dans un observatoire qui est dans le sud de la France, qui s'appelle l'Observatoire de Provence. Et je ne me rappelle pas si c'était Michel Maillot ou Didier Queloz qui a reçu le prix Nobel. C'est Michel Maillot, ouais. C'est Michel Maillot. Et j'ai travaillé dans l'Observatoire de Provence. Et il y a beaucoup toujours des activités ouais. pour découvrir des autres planètes extrasolaires et des nouvelles méthodologies. Ouais. Ouais. Et il y a beaucoup d'observatoires en Europe qui ont été reconvertis en détection d'exoplanètes parce que la pollution lumineuse fait que c'est plus trop favorable pour voir les objets comme les nébuleuses, les galaxies lointaines, etc. Là, c'est plutôt ce qui se passe au Chili ou à Hawaï, où il faut être éloigné de la civilisation pour voir ça. Par contre, détecter une exoplanète, c'est de la photométrie. On observe la courbe de lumière de l'étoile et on essaye de voir si la planète passe devant l'étoile. Il y a une chute de luminosité qui est extrêmement imperceptible, qui est vraiment très faible, mais que les systèmes de détection arrivent à voir. Et puis on est capable aussi par spectro de mesurer l'effet Doppler c'est-à-dire que quand une planète tourne autour d'une étoile, ça déplace le centre de gravité de l'étoile, et donc l'effet Doppler est perceptible. Il y a plein de méthodes de détection, et dont certaines sont utilisables par des amateurs. Hein. On a fait un colloque il y a deux ans à Besançon avec des professionnels, et ils comptent sur le support des amateurs pour faire des milliers d'observations, parce qu'eux, ils n'ont pas la possibilité de tout voir. Et donc, il y a des amateurs qui utilisent des mesures de luminosité sur des étoiles pour affiner en fait les mesures et connaître la période de rotation, en déduire la masse de la planète, les distances, etc. J'imagine que l'objectif pour ces professionnels, c'est justement de se servir des amateurs pour aller chercher des zones intéressantes qu'on n'aurait pas pu imaginer, que eux, avec les gros télescopes qui sont bien plus puissants, aillent avoir des informations plus précises. Ou quand un événement intéressant a été détecté par des amateurs, ils vont investiguer avec des appareils plus importants. Donc, troisième et dernière partie, au-delà de notre galaxie, qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, notre galaxie, notre Voie lactée, elle n'est pas toute seule. Hein, on a parlé des nuages de Magellan. C'est deux galaxies qui tournent qui ont été capturées par notre Voie lactée par effet gravitationnel. Mais en réalité, il y en a plusieurs dizaines autour dans l'environnement proche de la Voie lactée. Et il y a aussi autour du noyau de notre galaxie ce qu'on appelle des amas globulaires, comme ça. Ce sont des sphères comportant quelques centaines de milliers d'étoiles et qui sont à l'extérieur de notre galaxie, mais qui sont autour du noyau. Enfin voilà, il y en a à peu près 150 à 180 autour de notre Voie lactée. Alors celui-là, c'est l'amas d'Hercule, c'est le plus connu dans l'hémisphère nord. Si vous avez jamais eu l'occasion de le voir, il faut venir à la prochaine Nuit des Étoiles à l'Observatoire. Dans l'hémisphère sud, ils ont l'amas du Centaure, qui est visible à l'œil nu. Moi, je l'ai vu en Australie, en pleine ville, donc pour dire qu'il est vraiment costaud. Et puis quand on va aussi dans l'hémisphère sud, on voit les nuages de Magellan. Donc on voit la Voie lactée, et puis il y a deux grands nuages qui sont des galaxies proches, qui tournent autour de la nôtre. Puis quand on zoome un petit peu dessus, on arrive à détecter les étoiles individuellement, et puis on voit les nébuleuses qui sont dans cette galaxie. Ça a été fait par un astronome amateur du club de Besançon et qui a installé un télescope au Chili, qui a l'avantage de pouvoir voir l'hémisphère sud. Le petit nuage de Magellan, voilà. Donc, là, on est entre 1 et 3 milliards d'étoiles dans ces galaxies naines, ce qu'on appelle des galaxies naines. Et puis un tout petit peu plus loin, mais toujours dans ce qu'on appelle notre groupe local, c'est-à-dire que c'est un groupe qui est lié gravitationnellement. Il y a une grande galaxie qui s'appelle la galaxie d'Andromède, qui elle-même
a tout un tas de petits satellites autour, ou à proximité. Et donc cette galaxie, c'est celle-là. Et on voit elle a elle-même ses propres nuages de Magellan qui sont vraiment proches de la galaxie. Et c'est une galaxie qui est assez ressemblante de notre Voie lactée, sauf que on pense qu'il y a jusqu'à 1000 milliards d'étoiles dans cette galaxie. Donc souvenez-vous, hein, une étoile sur deux, un système planétaire. Voilà, donc dans notre groupe local, il y a une petite cinquantaine de galaxies. Et puis quand on observe les autres galaxies qui sont un peu plus loin, ben, on s'aperçoit que des galaxies qui ont des compagnons, il y en a plein. Donc là, il y a aussi une autre petite galaxie qui est venue interagir avec la galaxie principale. Et puis évidemment, par effet gravitationnel, il y a tout un tas de choses qui se passent. Il y a des étoiles qui sont éjectées. Enfin, tous les rubans d'étoiles là qu'on voit, c'est le résultat de l'interaction entre les deux galaxies. Alors celle-ci, quand c'est Hubble qui s'amuse à la voir, on voit vraiment la structure. Donc on voit les bras spiraux. Donc les étoiles, c'est les parties lumineuses. Et puis il y a ce qu'on appelle des poussières, mais c'est souvent du gaz opaque qui forme les structures. Et puis les nébuleuses rouges, qui sont les nébuleuses en émission. Donc ça fait des belles photos. Et puis quand on travaille à des longueurs d'onde différentes, alors sur une autre galaxie, on arrive à voir des structures comme ça qui évoquent des structures un peu fractales. Et on s'aperçoit que tout ça, c'est du fluide. Hein, c'est comme des particules, sauf que là, c'est des étoiles, mais qui s'arrangent au gré de la gravité et des interactions entre la matière, etc. Donc ça fait des belles images quand même. Et puis, comme on disait, notre groupe local est lié gravitationnellement. Bah, il y a d'autres galaxies qu'on voit qui sont elles-mêmes liées gravitationnellement. Donc ça, c'est trois galaxies qui sont dans la Grande Ourse. Et puis si vous observez celle en haut à droite, on s'aperçoit qu'il y a des parties un peu rouges là, autour de celle-ci. Et c'est des manifestations qui sont provoquées par des effets de marée de l'autre galaxie. Et quand on zoome dessus, on s'aperçoit que ça fait... Donc les effets de marée, c'est comme des flux en fait, ça provoque des compressions à certains endroits, donc ça donne naissance à des étoiles. Et puis ça éjecte du gaz, donc tout ce qui est rouge là, c'est de l'hydrogène. C'est éjecté par le centre de la galaxie. Donc là aussi, ça fait des très belles images. Donc ça veut dire qu'il y a des activités qui sont parfois catastrophiques dans ces galaxies. Et puis il arrive que des galaxies se collisionnent. Donc là, c'est ce qu'on appelle les antennes. Et donc les galaxies, bah, quand elles se collisionnent, c'est pas un choc. Hein, là, on est au niveau du fluide. Donc les galaxies se traversent l'une l'autre. Et puis par la gravité, bah, elles se réattirent. Et puis voilà, il y a toute une espèce de danse. Et puis là aussi, ça provoque des effets de marée qui vont donner naissance à d'autres étoiles et probablement en détruire certaines. Et voilà, quand on zoome dessus, on s'aperçoit qu'il se passe des choses. D'ailleurs, des collisions d'étoiles, non? Alors, c'est a priori très très rare. Les distances sont tellement grandes que c'est plutôt ça se traverse. Quoi. À plus grande échelle, du coup? Ou alors est-ce que c'est que du local? La gravité, c'est ce qui a une action le plus loin. C'est-à-dire que voilà, la galaxie d'Andromède, qui est à 2 millions d'années-lumière, hein, vous vous souvenez, une année-lumière, 10 000 milliards de kilomètres, eh ben, elle agit sur nous. D'ailleurs, les deux galaxies, notre Voie lactée et Andromède, se rapprochent. Et d'ici quelques milliards d'années, les deux vont faire comme ça, quoi. Après, les autres forces, donc les interactions fortes, interactions faibles, ça c'est au niveau des atomes, c'est vraiment très 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 local, quoi. Alors des galaxies, il y en a des beaucoup plus grosses que la nôtre. Hein. On parlait des trous noirs. Toutes les galaxies ont un trou noir géant au centre. Donc le nôtre, il fait à peu près 4 millions de masses solaires. Donc il équivaut à 4 millions d'étoiles de la taille de notre Soleil. Donc c'est quoi un trou noir? La gravité, elle est proportionnelle à la masse.
Et donc, pour s'échapper, par exemple, de la Terre, il faut mettre une certaine énergie pour s'échapper de la gravité. Quand on est sur la Lune, comme c'est plus petit, bah, c'est plus facile de sortir de la Lune. Mais imaginez une masse qui est tellement grande que on peut quasiment plus s'échapper. Et en fait, depuis Einstein, on sait que c'est pas une question de force, c'est une question de déformation de l'espace. Et donc, c'est comme si vous prenez une feuille de papier puis vous avez une masse importante, ça va déformer de façon très importante et il sera quasiment impossible de sortir de ce trou. Hein, c'est un peu l'image qu'on peut se donner dans un espace 2D, sauf que là, on est dans un espace 3D. Et donc, il arrive un moment où même la lumière qui suit les courbures de l'espace ne peut plus sortir. C'est-à-dire que c'est tellement massif, tellement dense, que la lumière ne peut pas en sortir. Et ça attire tout ce qui est autour. Donc les étoiles, les planètes, le gaz, et tout ça. Donc, évidemment, on ne peut pas voir un trou noir. Par contre, on peut voir toute la matière qui est autour, qui est en train d'être avalée et qui s'échauffe par la vitesse, parce que souvent, la matière arrive à des vitesses quasiment la vitesse de la lumière. Et donc, c'est ces effets-là qu'on peut voir. Et donc, on a vu, maintenant, j'ai pas pu mettre le film, mais sur quelques dizaines d'années, on voit le balai des étoiles autour du trou noir de notre galaxie. Et, et donc, on a développé des théories qui permettent de prédire la masse des trous noirs en fonction de l'effet qu'elles provoquent autour. Et donc, cette galaxie qui s'appelle M104, galaxie du Sombrero, elle a un trou noir qui fait 800 millions de masse solaire, 200 fois plus que notre propre galaxie. Et puis dans la galaxie M87, là on observe en fait un jet de matière qui est provoqué par le trou noir qui est au centre de la galaxie. Et donc ça c'est de la matière qui est éjectée quasiment à la vitesse de la lumière. Donc c'est comme un flux de particules à haute énergie qui va tout griller sur son trajet, hein. Ça détruit toutes les planètes, les étoiles, le machin qui sont sur le trajet. Mais en même temps, à proximité, quand on est un peu plus loin, il y a des ondes de pression qui vont compresser le gaz et qui vont donner naissance à d'autres étoiles. Et le trou noir de cette galaxie, donc ce jet-là qu'on voit un peu plus en détail, qui fait, je sais plus, 4 milliards. Enfin, c'est encore beaucoup plus gros que celui qu'on a vu juste avant. Ben, c'est le premier trou noir qu'on a pu imager il y a quelques années, hein, en 2019, avec un réseau de télescopes. Donc on voit pas justement le trou noir, c'est la partie centrale. Par contre, on voit toute la matière qui est ionisée, qui est chauffée à bloc autour. Et ce qui est intéressant, c'est que la forme de l'image correspond au modèle mathématique qu'on avait développé depuis quelques décennies, puisque ça courbe en fait la matière, ça courbe l'espace en son centre. Et donc, bah, des galaxies, on sait qu'aujourd'hui, elles ont tendance à se grouper sous forme d'amas de galaxies, bah, toujours grâce à la gravité. Donc voilà, on peut voir dans un petit espace des centaines de galaxies, dont chacune a probablement entre 100 et 1000 milliards d'étoiles. Et en 95, le télescope Hubble a posé, ils ont cherché un endroit du ciel où il n'y avait rien. On savait qu'il n'y avait pas d'étoiles, il n'y avait pas de galaxies visibles. Et ils ont posé pendant la période de Noël, où il n'y avait pas beaucoup d'activité, pendant 10 jours en continu. Et ils ont obtenu cette photo où il y a 1500 galaxies visibles sur un tout petit espace dans le ciel. Donc ça veut dire que quel que soit l'endroit où on tourne notre regard dans l'espace lointain, on trouve des centaines et des milliers d'étoiles, de galaxies, dont chacune a quelques milliards d'étoiles. Et ils ont refait le coup en 2004. Et là, on a décompté 10 000 galaxies sur la même photo, dont certaines très très lointaines. Et donc il y a des effets gravitationnels, puisque comme ça courbe, ça fait des effets un peu de lentilles. Et quand il y a une grosse galaxie bien massive, en fait, les rayons, la lumière qui provient de derrière est courbée et refocalisée vers nous. Et en fait, on voit des arcs parfois sur les photos.
J'ai pas mis de photo là, mais ça fait des effets gravitationnels qui confirment la théorie d'Einstein, hein, en passant. Et donc, on sait qu'aujourd'hui, bah, les galaxies, elles s'organisent dans l'espace lointain sous forme de filaments, qui sont probablement structurés par la matière noire, hein. Ça, c'est depuis quelques années, c'est le gros sujet de savoir comment. Parce qu'en fait, on observe des effets gravitationnels qui correspondent pas à ce qu'on voit dans le visible, enfin, visible ou l'infrarouge, ou même les radiations classiques. Donc, on en est venu à se dire, bah, il y a de la matière qu'on ne peut pas voir, on ne sait pas ce que c'est, et qui représente probablement 95% de la masse de l'univers. C'est ça qui a un peu ébahi la communauté, c'est que ce qu'on voit ne représente que 5% de l'univers. Et voilà, donc on essaye de savoir quelle est la nature de la matière noire. Donc les prochains satellites, enfin observatoires qui seront envoyés dans l'espace, auront pour but d'essayer d'élucider cette question, quoi. Et donc parmi les filaments, bah, il y a ce qu'on appelle l'Aniakea, qui est en fait le continent de à peu près 100 000 galaxies qui, qui forment un tout gravitationnel cohérent. Et nous sommes un petit élément de cet ensemble-là. Et puis à côté de ce continent-là, il y a d'autres amas de galaxies, etc. On arrive à quantifier le nombre d'amas de galaxies. Ça se compte en centaines de milliards de galaxies. Mais de continents comme ça? Ah bah des continents, bah, voilà, tu divises par 1000 ou 100 000. On les voit pas toutes, mais en tout cas, alors l'Aniakea, c'est le résultat du travail d'une astrophysicienne française qui s'appelle Hélène Courtois, qui a, pendant son doctorat, mesuré la position, la vitesse de centaines de milliers de galaxies. Et après, en rentrant ça dans un ordinateur, on a pu mettre des flux de déplacement des galaxies et on s'est rendu compte que toutes les galaxies qui sont dans un ensemble de flux, c'est un peu comme la segmentation des watersheds, hein, dans Mountains, ça fait des ensembles cohérents et puis après, il y a d'autres ensembles qui sont séparés à côté. Elle a utilisé le watershed. Voilà. Et donc, voilà, et tout ça sur un. On sait que l'espace a un rayon de. Enfin, on peut voir jusqu'à 13,8 milliards d'années-lumière. Et donc, on voit en arrière de 13 milliards d'années. Et donc, tout ça, c'est la théorie dominante aujourd'hui, là, c'est le Big Bang. Donc, l'espace est né d'une grosse explosion et l'espace lui-même s'est étendu. C'est pas quelque chose qui s'est étendu dans l'espace, c'est l'espace lui-même qui s'est agrandi. Et la matière qui était une matière primordiale, très chaude, constituée c'était que de l'énergie, puis ensuite c'était des quarks, puis ensuite ça a été des particules, puis ensuite ça a été des molécules, euh, jusqu'à 380 000 ans. L'espace n'était pas transparent, donc on ne peut pas de toute façon aller voir au-delà de l'âge de l'univers, moins 400 000 ans à peu près. Mais on peut remonter quand même à 13 milliards d'années. Ça, c'est la distance, enfin, c'est la lumière la plus ancienne a mis 13 milliards d'années à nous parvenir. Mais pendant ce temps-là, l'espace a continué de grandir. Donc on estime aujourd'hui que l'espace fait à peu près 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Donc quand on voit la difficulté qu'on a d'aller sur la Lune, sur Mars, et sans parler des étoiles les plus proches, qui sont à 4 années-lumière, donc 90 milliards d'années-lumière, c'est pas de mal à veille qu'on pourra aller les visiter. Donc, en résumé, notre Soleil est une petite étoile dans la Voie lactée, parmi 200 milliards d'étoiles qui composent entre 200 et 400. Notre Voie lactée fait partie du continent Laniakea qui contient 100 000 galaxies. Et on pense qu'il y a des millions, voire des milliards de galaxies qui forment l'univers. Donc ça fait du monde. Mais
Pour l'instant, on peut considérer qu'on est tout seul, puisqu'on n'a pas de traces de contact ailleurs. On n'est pas capable d'aller au-delà de notre système solaire, hein. Déjà, envoyer des hommes sur Mars, c'est déjà toute une affaire. Donc, on peut dire que pour les siècles qui viennent, il n'y a pas de planète B. Donc, il vaut mieux prendre soin de notre seule planète et puis s'occuper de ne pas trop polluer notre environnement et puis de ne pas se foutre sur la gueule. C'est pas forcément bien parti, mais bon. Et c'est un peu comme si on était des naufragés sur une île, hein. On est sur une île déserte tout seul. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un de l'autre côté, mais on ne les voit pas et puis ils ne viennent pas nous voir. Donc voilà. Merci.